Donc, merci de participer à cette visioconférence pour présenter donc, le programme pour les régionales 2021 de votre liste. Merci à vous. Voilà, démocratie et écologie. Voilà, donc nous allons vous écouter, nous expliquer les tenants et les aboutissants du programme que vous souhaitez présenter donc, aux électeurs de la région Centre-Val de Loire. La première question sera de Jean-Luc, je lui laisse donc la parole. Bien, bonjour Madame de Crémier, merci d'être avec nous cet après-midi. Donc la première question concerne les jeunes qui, on le sait, souffrent particulièrement de la crise sanitaire que nous traversons. Est-ce que vous envisagez de les aider, de mettre en place des aides supplémentaires? Est-ce que vous avez une vision les concernant? D'abord, merci beaucoup de commencer par le plus important. C'est effectivement la jeunesse pour plein de raisons. La première, c'est que si on fait de la politique, si on a un engagement citoyen, c'est en premier lieu, c'est pour eux. Ensuite, nous sortons d'une crise, nous sommes en train de voir la fin d'une crise sanitaire qui les a touchés de plein fouet. Et très clairement, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est une crise à la fois démocratique, sociale et écologique et qui justifie, c'est notre raison d'être aussi pour la liste démocratie écologique, eh bien, les concerne au premier chef. Donc, je voudrais prendre dans cette première question 30 secondes d'introduction générale parce que notre liste n'est pas une liste comme les autres. Elle est la première liste déposée et elle concerne, vous allez le voir aussi, la jeunesse. Elle est la première liste 100% citoyenne, c'est-à-dire sans soutien ni financier ni logistique d'un parti politique quelconque. C'est la première fois qu'une telle liste est déposée en Centre-Val de Loire. Et nous nous situons vraiment dans le cadre de la crise démocratique et qui concerne évidemment beaucoup les jeunes. Vous savez que dans l'abstention contestataire, la jeunesse est particulièrement abstentionniste, que le premier vote pour la partie des jeunes de 18 à 25 ans qui votent, c'est le Rassemblement national. Qu'un jeune sur 4 dans notre région est hors radar, ça veut dire ni inscrit en recherche d'emploi, ni étudiant, ni inscrit nulle part. Donc si vous voulez, c'est un terreau qui nous semble préoccupant. Et notre candidature, très clairement, s'inscrit dans le cadre de la crise démocratique en général, c'est-à-dire la déconnexion entre les citoyens et les élus, mais plus particulièrement pour les jeunes. Et donc, c'est vrai que nous l'avons pas souhaité de manière expresse, mais nous constatons qu'un quart des candidats et un tiers des candidats tête de liste de notre liste ont moins de 32 ans. Et donc, c'est significatif parce que ça s'est fait de manière en fait naturelle. Okay. La première chose, c'est que la région a réveillé le Conseil régional de la jeunesse pendant cette mandature et c'est une très bonne chose. Nous souhaitons que le Conseil régional de la jeunesse soit institutionnalisé dans tout le protocole de décision de l'action publique régionale pour tout ce qui concerne la jeunesse, c'est-à-dire que le passage est obligé par le CRJ. Nous avons ensuite les questions clés sur quel accompagnement trouver pour trouver un stage, un premier emploi, un apprentissage, comment se sentir bien dans le milieu rural, comment rester ou revenir. Ça, ce sont des questions qui concernent particulièrement aussi les jeunes et c'est très clairement, au-delà, c'est une question d'aménagement du territoire. La désertification, elle est en route. Les premiers qui partent dès qu'ils peuvent, ce sont les jeunes dès qu'ils trouvent leur premier emploi. Donc ça, c'est notre première question, c'est cet accompagnement-là. Ok. Est-ce qu'on peut aborder la question des transports, puisque c'est aussi une des questions qui d'une certaine façon, touche beaucoup cette région, et notamment, comment vous envisagez les choses par rapport au développement du ferroviaire, pour être plus concret? Très clairement, l'État s'est défaussé sur la région, mais ne lui a pas donné les moyens. Donc, là, aujourd'hui, il est confronté véritablement à un problème d'arbitrage, non seulement par rapport au projet, mais par rapport surtout à des montants qui sont les plus importants de toute manière du budget régional d'1,7 milliard.
Donc, au cœur de notre programme, il y a la création de l'Assemblée régionale citoyenne qui permet en fait non seulement de faire remonter, mais aussi, en sens inverse, de pouvoir soutenir avec plusieurs milliers de citoyens organisés, de soutenir la région quand elle va demander un soutien auprès de l'État. Le ferroviaire aujourd'hui et certes, l'État s'est défaussé sur les régions, mais la question ne s'arrête pas là. Il y a toutes les questions des maintenances des lignes. Le réseau qui a été hérité de la part de la région est en mauvais état. Ce sont des dizaines d'années au rythme où nous allons dans la réparation pour pouvoir les maintenir. Les citoyens aujourd'hui sont organisés par ligne. Nous pensons qu'il faut donner aux citoyens, dans la démocratie participative permanente, les moyens d'avoir une vision régionale et de savoir appuyer, autant si on habite sur la ligne Paris-Nevers, de pouvoir appuyer la ligne qui passe par Argenton ou la ligne Tourloche. Il y a cette solidarité, cette vision régionale à avoir parce que très clairement, il est hors de question de déshabiller Paul pour habiller Jacques par rapport à qui pourrait dire le plus fort. C'est un problème global et citoyen parce que de fait, le train est indispensable et je ne vois pas comment on fait autrement, y compris avec toute l'intermodalité, pour anticiper le fait que de plus en plus, on devra offrir des alternatives aux véhicules personnels. Une question Donc, il y a un sujet de démocratie dans le développement du ferroviaire. D'accord. Une question de Jean-Luc sur l'économie maintenant. Voilà, alors deux questions en une, si vous le permettez, Madame de Crémier. Êtes-vous favorable aux aides économiques régionales et êtes-vous favorable à ce qu'elles soient conditionnées à un certain nombre de critères d'ordre écologique ou d'ordre sociaux? Donc ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième, notre région souffre d'un certain manque d'attractivité. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire si vous êtes élu? Alors d'abord, être favorable à l'aide économique, oui, c'est le cœur de la mission de la région. Ensuite, sur les conditions, ça c'est aussi la mission des élus régionaux. C'est que l'évolution, la transition écologique de l'économie, ce n'est pas une option. On doit y aller ensemble. C'est pas par secteur, c'est pas les uns, oui, parce qu'ils sont plus proches de la nature, mais pas l'aéronautique, pas l'industrie. Non, c'est l'ensemble qui doit y aller. Et donc, oui, la condition, elle n'est pas juste dans un conditionnement déjà acquis. Toute cette mandature, nous avons, et c'était très intéressant, nous avons en fait aidé à bouger. C'est-à-dire que la condition économique que nous préconisons, c'est un conditionnement pour les entreprises qui s'engagent à faire un effort, pas qui l'ont déjà réalisé. C'est qu'il y a un moment donné où il faut pousser pour le faire. Je donne l'exemple de la marque alimentaire régionale qui donne une évolution, mais vraiment substantielle pour les producteurs alimentaires. On est en plein dans l'économie, on est en plein dans l'approvisionnement et la manière de faire et de produire. Et en fait, on leur permet d'y aller, même s'ils n'ont pas encore coché, avec un engagement sous 2 années à cocher tous les critères. Et oui, je pense que cette attitude de deal, de contrat avec les entreprises est gagnante-gagnante. Ok, vous avez prononcé le mot fatidique, transition écologique. Quelles sont les mesures phares que vous souhaitez mettre en place? Quelles sont vos priorités dans cette transition écologique, qui est un vaste sujet, mais je suppose que vous pouvez nous donner quelques pistes prioritaires dans cette réflexion. Très clairement, la transition écologique, elle est territoriale. Donc, et en plus, nous avons malheureusement un gouvernement qui est totalement rétrograde en la matière. Donc, si la région ne le fait pas, ça ne se fera pas tout seul. Cette transition écologique, aujourd'hui, elle est dans la main de la région et c'est tout l'enjeu principal de cette élection 2021, pas seulement dans notre région, mais en général en France. Là, aujourd'hui, la première chose qu'il faut faire, bien évidemment, ça commence par la terre. C'est donc avec l'agriculture. La réforme de la PAC aujourd'hui est terrible. Il y a un gros bras de fer avec le gouvernement, notamment avec le fait qu'il a décidé d'enlever les aides de services à l'environnement pour les agriculteurs biologiques. Donc ça, ce sont des points sur lesquels la région, qui a encore la gestion de l'ensemble du FEADER jusqu'en 2022, peut intervenir
peut peser de tout son poids et nous comptons très certainement augmenter le poids de la collectivité régionale grâce à l'Assemblée régionale citoyenne, parce que là aujourd'hui, si les citoyens ne prennent pas la main, effectivement, ça part dans du n'importe quoi. Il y a ensuite, donc je vous ai parlé agriculture, production, alimentation. Il y a bien sûr toute la question énergétique. Sur la question énergétique, il y a un moment où il faut mettre fin à l'illusion. Il n'y a pas d'énergie au niveau de consommation dans laquelle nous sommes qui soit propre, ni renouvelable, ni rien. Il y a un objectif, mais prioritaire, c'est la réduction de nos consommations par 2 par rapport à ce qui était au début des années 2000. Donc, cette réduction, elle s'accompagne avec de l'aménagement du territoire, ça va jusque-là. C'est évident que si vous travaillez très loin de là où vous habitez, le problème du transport se posera toujours. Donc, nous privilégions dans cette transition écologique sur l'énergie, pas seulement la substitution, parce que ça, la région jusqu'à présent, elle est assez bien équipée. Nous voulons aller beaucoup plus loin dans la réduction de la consommation et donc passer sur un nouvel aménagement du territoire et donc une relocalisation beaucoup plus forte à la fois des activités et des habitats. Et parce que cela va évidemment, comme je vous le disais au début, pas de transition écologique sans à nouveau relocaliser dans les territoires. Question sur la formation professionnelle. Est-ce que vous avez une vision particulière dans ce domaine? Vous comptez peut-être poursuivre certaines choses? C'est une compétence clé. Oui, voilà, je pensais au défi par exemple. L'apprentissage, on sait que l'État vous a pris une partie de cette compétence. Donc voilà, qu'est-ce que vous comptez faire? Eh bien, écoutez, la formation professionnelle, c'est, je dirais, le bras armé à la fois de la transition écologique et du développement économique local pour la région. C'est son bras armé et là, vraiment, on va se battre de toutes nos forces pour que l'État ne vienne pas non plus enlever ou éroder cette compétence. Là, ce n'est pas le cas. Les défis qui ont été lancés depuis 2018, donc je rappelle ce que c'est, hein, c'est en fait un rapprochement à la carte entre des chercheurs d'emploi et des entreprises qui ont besoin d'employés et on fait de la dentelle pour une formation sur place avec des résultats qui, par génération, varient entre 95 et 100% de sorties positives en contrainte de longue durée. Donc, de durée indéterminée, c'est extraordinaire. Et là, bien évidemment, on va le continuer. Maintenant, là où nous souhaitons vraiment travailler, c'est sur le contenu de la formation professionnelle. Il y a un moment où, si on veut changer notre manière de consommer et de produire, il faut apprendre à le faire. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi former avec des métiers qui ne sont pas aujourd'hui explicitement demandés par les employeurs, mais qui doivent exister. Je pense notamment à tous les métiers oubliés dans la santé, par rapport aux médecines douces, par rapport aux artisans, par rapport au savoir-faire dans l'habillement et surtout dans la construction. Surtout dans la construction. On a oublié, mais de manière extraordinaire, comment on faisait pour construire sans béton et sans PVC. Donc, et ça, c'est le rôle typiquement de la région. Bien sûr qu'on regrette que l'apprentissage, j'ai suivi l'action du président délégué de Région de France, donc François Bonneau, qui a réuni l'ensemble des régions pendant toutes les dernières années pour protester contre le fait qu'on perdait la compétence apprentissage. Je le regrette toujours. Là, maintenant, on commence à avoir du recul. On voit qu'on avait raison. Eh bien, ce n'est pas grave. On ne perd pas l'œil dessus parce que d'une part, ce qui a été fait peut se défaire. Il ne faut jamais baisser les bras. Très clairement, l'apprentissage, c'est une bonne chose que ce soit une compétence régionale et nous ne lâcherons pas là-dessus. Juste, alors, on va changer un petit peu de perspective, mais ça se rapproche aussi. C'est le budget culture, qui est un budget important pour la région. C'est une action qui n'entre pas dans les compétences spécifiques des régions. Mais la région Centre Val-de-Loire y consacre un gros budget, notamment avec l'association cyclique. Voilà, la Fratema. Exactement. Donc, comment vous envisagez les choses pour la suite? Vous
vous maintenez ce budget, vous l'augmentez, voilà. Quelle place occupera la culture dans votre programme? La culture est l'âme de la démocratie. Donc, à partir du moment où on est dans une véritable volonté qui anime notre candidature de montrer que la démocratie participative est efficace et qu'elle marche vraiment, la culture fait totalement partie de ce développement démocratique qui est nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la programmation culturelle, elle n'est pas faite par les élus. Ça veut dire que l'élu, il doit être à sa place et bien faire en sorte de se mettre au service des actions culturelles, des acteurs culturels amateurs ou professionnels. Pour les amateurs, c'est effectivement les accompagner pour que leur spectacle, leur production soit la plus visible possible par le public. Et pour les pros, bien évidemment, qu'ils rayonnent le plus possible, le plus loin possible pour la région. Nous sommes une région extrêmement riche en culture. La culture, nous sommes la région de la culture, de la nature, de l'art de vivre. Donc, il est hors de question de toucher au budget actuel, si ce n'est pour l'augmenter, mais l'augmenter en allant de plus en plus vers les citoyens, de plus en plus vers de la production culturelle territoriale et à la fois amateur et de plus en plus pousser ceux qui souhaitent se professionnaliser vers le haut. La Fracama fonctionne bien, c'est quelque chose dont je pense les acteurs sont fiers, il faut le maintenir et en général, cet esprit Fracama, c'est-à-dire une coordination régionale pour faire ensemble et être un terreau vraiment de créativité, c'est comme ça que nous devons envisager la politique culturelle. Je dirais juste un dernier mot, c'est qu'il n'y a pas de politique culturelle, et c'est de fait avec la loi NOTRe, sans coordination avec les autres collectivités territoriales, notamment les communautés de communes, les EPCI. Et c'est donc à la fois, le rôle de la région est à la fois de bien travailler avec elle pour que cette diffusion en fait de la créativité, de la création artistique soit bien soutenue et en même temps avec l'Assemblée régionale citoyenne, eh bien, apporter encore plus de visibilité par rapport à l'expression citoyenne. Donc, c'est vraiment la ligne rouge, l'indicateur que notre démocratie, celle qu'on peut mettre participative, fonctionne bien, ce sera des acteurs de la culture heureux et créatifs. Une question de Jean-Luc sur la santé maintenant. Voilà, la santé. Alors, notre région souffre d'un déficit de médecins, on le sait. Est-ce que vous pensez déployer des moyens supplémentaires pour former et installer de nouveaux médecins? Question complémentaire, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait un deuxième CHU en région Centre-Val de Loire et donc à Orléans? Voilà, donc sur un sujet important et je crois qu'il tient à cœur particulièrement à votre liste, avec notamment Gilles Vieira. Oui, tout à fait. Alors, je réponds très très vite à vos questions parce que le sujet de la santé, on souhaite vraiment l'élargir sur deux autres points qui sont la prévention et l'indépendance par rapport aux industries, à la grande industrie pharmaceutique. Sur le premier point, le fait d'avoir construit pendant la mandature plus d'une centaine de maisons pluridisciplinaires de santé, plus le projet de salariés des médecins est cohérent. Bien évidemment, on s'inscrit là-dedans, ça a fait ses preuves, on a vu que ça marchait et très clairement, le fait de donner, moi j'insiste, c'est vraiment le point important pour nous, c'est qu'il y a un projet par maison, un projet qui est fait par les médecins, auquel ils adhèrent et qui fait que derrière ils restent et qu'ils acceptent de venir dans des territoires qui ne sont pas au bord de la Méditerranée, pour parler de manière très claire. Donc, ce projet-là est possible et il est encouragé par l'action de la région. Cette lutte contre les déserts médicaux doit être prolongée, mais elle n'est pas suffisante par rapport à tous les défis de santé que nous avons. Nous devons être beaucoup plus en contact avec ce qu'on appelle les réseaux de santé qui ont un rôle d'information
vis-à-vis de la population sur différents sujets, et notamment liés à la malbouffe. Je pense notamment à tout le réseau de santé lié au diabète. Il y a, une pratique en fait qui doit être accompagnée, c'est-à-dire qu'on donne dans la prévention, on donne la possibilité de mieux manger tout simplement parce qu'on fait en sorte que une nourriture de meilleure qualité soit accessible en termes de prix. Tout ça, ça fait partie aussi d'une politique alimentation et agricole. Et les réseaux de santé transmettent l'information au public qui jusqu'à présent est démuni. On est dans une situation où le citoyen aujourd'hui, on lui a plus appris comment on se soigne, on lui a pas appris comment fonctionne la santé. Il s'en remet entièrement, en fait, finalement à une consommation de médicaments dans l'industrie de la pharmacie. Il y a des savoirs oubliés aussi en médecine, notamment toute la partie médicinale sur les plantes et les chairs ont été supprimées dans les années 80 et 90, totalement en France. Elles ne sont plus enseignées. Et je pense qu'on a une vraie possibilité aujourd'hui, dans le cadre des compétences régionales, de retrouver ces savoirs parce qu'ils apportent en fait beaucoup plus de liberté aux citoyens et qui leur permet de faire face justement à toute cette menace. À la fois, on a eu la crise du virus, mais il y a des menaces bactériologiques qui arrivent, une prévention parce qu'on a un système de production industrielle et agricole qui génère en fait des bactéries plus puissantes et contre lesquelles en fait on se rend compte que on est mal préparé. La prévention doit être au cœur de l'action régionale en matière de santé. Alors, dernière question avant la conclusion. Vous nous avez proposé un certain nombre de projets, de choses à mettre en place, etc. On sait que la région Centre-Val de Loire est très endettée. Et en termes de budget, comment envisagez-vous les choses pour financer tout ce que vous souhaitez mettre en place? Voilà, Alors, permettez-moi, non, très endetté, c'est une appréciation subjective, il faut la relativiser. Effectivement, l'endettement de la région a grandi au cours de la mandature. Il était très bas au départ, mais là, elle a un niveau qui est moyen par rapport aux autres régions françaises. La question vraiment à laquelle on aimerait vraiment tordre le cou sur ce rapport à la fois à l'endettement et aussi à l'investissement par rapport au fonctionnement. Aujourd'hui, la région, comme vous le savez, est pieds et poings liés par rapport à ce que peut lui donner l'État. Et l'État, de toute manière, a indexé une partie importante du financement de la région sur la croissance. Ça, c'est pas viable. On ne peut pas à la fois avoir être indexé sur la croissance et donc aléatoire, avec une participation fixe de l'État de plus en plus faible, pour des missions qui sont en fait de plus en plus régaliennes de la part de la région. Dans l'éducation, l'apprentissage, l'économie, les transports, et tout ça, c'est juste en fonction du marché de la croissance. Donc là, il y a une renégociation à faire dans le financement de la région. Pardon. Jean-Luc ? Cette assemblée régionale citoyenne que vous avez évoquée à plusieurs reprises, finalement, est-ce que vous pouvez nous en préciser les contours? Parce qu'il y a quand même une assemblée qui est élue. Alors, va-t-elle se substituer à cette assemblée? Quel va être son rôle finalement? Son rôle, c'est celui de la démocratie participative. La démocratie représentative dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire on vote tous les 6 ans, on applique un programme et on attend 6 ans après pour savoir si on est content, elle ne marche plus. On est dans une crise qui est très, très avancée, très avancée. On a plus des 2/3 des électeurs qui ne veulent plus entendre parler de voter pour qui que ce soit. Avec en plus une montée de l'extrême droite qui est extrêmement préoccupante. Donc, nous ne pouvons pas en rester là. C'est-à-dire que cette assemblée et la raison d'être de notre candidature, c'est la réconciliation entre les citoyens et les élus. Ce n'est pas une substitution ni une attaque, c'est un véritable lobbying citoyen, parce que c'est dans ce lobbying citoyen et ce lien avec les élus
que peut se trouver une solution à la crise démocratique profonde dans laquelle nous sommes. Il y a un moment donné où on est vraiment arrivé en 2021 et la crise du Covid l'a beaucoup accentué. On est arrivé aux limites de ce que la démocratie représentative à travers les partis politiques pouvait donner. C'est-à-dire que là maintenant, si on ne trouve pas une solution qui soit pacifique, pérenne et durable, eh bien effectivement, ça peut vraiment partir en vrille. Donc, on est dans une situation un peu critique. Donc, cette Assemblée régionale citoyenne, elle est non limitative, puisqu'elle n'est pas représentative, donc les membres ne sont pas élus, ils sont volontaires. Elle est ouverte et neutre, et avec tout le système d'une application citoyenne totalement maîtrisée par les citoyens, donc aucun achat à aucun éditeur de logiciel, hein, parce qu'on ne peut pas travailler de toute manière sans se baser sur un partage d'informations. Et ensuite, il y a une autonomie de parole politique, c'est-à-dire que ça peut jouer aussi un contre-pouvoir citoyen, mais qui est fait aussi pour être au service de l'institution régionale, pour aller demander un meilleur budget à l'État, pour dire, quand un président de région arrive et dit « il me manque 500 millions pour boucler ma ligne ferroviaire », mais derrière, ce n'est pas juste que j'ai été élu il y a 3, 4 ou 5 ans, c'est que derrière moi, j'ai des milliers de citoyens organisés qui sont en train de le dire haut et fort et qu'on a besoin de cette participation, c'est beaucoup plus fort, vous voyez. Donc, la clé, elle est dans le fait que chacun prenne ses responsabilités. Les citoyens s'engagent, c'est ce que nous avons fait, et les élus doivent aussi accepter que la démocratie représentative est incomplète et qu'ils ont besoin justement de cette participation permanente.